Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bienvenue et bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes le maire de Nice, également le vice-président du parti Horizon d'Édouard Philippe. Le président de la République, M. Christian Estrosi, tient donc une conférence de presse présentée comme XXL dans le format demain soir. Ça vous fait sourire. Qu'est-ce que le partenaire de la majorité attend encore d'un grand show présidentiel comme celui-ci ? Bon, d'abord, je ne réduirai pas une prestation du président de la République à un show. J'imagine que s'il a décidé de prendre tout ce temps, qui est parallèle à son remaniement ministériel, c'est pour donner des orientations. Parce que qu'est-ce qu'on attend d'un changement de gouvernement ? Simplement de changer quelqu'un pour mettre quelqu'un d'autre à la place? Certainement pas. Oui. Ou c'est au contraire pour lui donner une feuille de route, un objectif et la faire partager par les Françaises et les Français. Donc moi, naturellement, ce que j'en attends par rapport à ce que j'observe de la composition de ce gouvernement, c'est cette inflexion à droite qui est évidente. Évidente, dites-vous, pourquoi ? Elle est évidente parce que nous voyons que les personnalités à qui il a été confié des responsabilités respectent des idées qu'ils défendent eux-mêmes à titre individuel, au centre droit, depuis des années, même si on garde un équilibre avec quelques personnalités du centre-gauche. C'est essentiel pour la cohésion de notre pays. Enfin, 2 heures et quart de conférence de presse demain, je n'ose imaginer que ce ne soit pour dire qu'en priorité, on va peser sur le pouvoir d'achat qui est une priorité pour les Français, qu'ensuite on va aller vers la fermeté qui est attendue en matière d'autorité et de sécurité, là où il y a eu une dégradation importante ces dernières années. Notamment en matière de trafic de drogue, qui sont les conséquences aussi d'une immigration qui a eu du mal à être jugulée. Mais si je vous entends bien, Christian Estrosi, ce matin sur CNews et Europe 1, vous demandez un changement de cap ou un cap réaffirmé à droite toute ? Je demande non pas un cap à droite toute, je demande un cap équilibré. Équilibré. Nous sommes dans un moment où je vois bien la grande précarité que nous connaissons pendant cet hiver. Quand vous pensez que dans ma ville, la 5e ville de France, j'ai dû doubler pour les personnes en grande précarité les lieux d'accueil et d'hébergement par rapport aux 5-6 dernières années. Ça veut bien dire qu'il y a des souffrances, qu'il y a des difficultés. Donc toujours avoir la main droite ferme et autoritaire sur les problèmes qui font plier les piliers de la République, et puis la main gauche ouverte pour montrer ça s'appelle le en même temps, il n'y a rien de nouveau. Alors. Non, ça n'a rien à voir avec le en même temps. Je suis désolé, mais par exemple, en matière d'accueil des mineurs en grande difficulté, y compris étrangers d'ailleurs, il y a eu des faiblesses ces dernières années. La perte de pouvoir d'achat, notamment sur les seniors qui sont au minima de pension, je le vois, a des conséquences terrifiante. Bien. Et vous êtes un élu de terrain, comme je l'ai dit, maire de Nice, vous l'observez régulièrement. Est-ce que selon vous, et on va parler des personnalités de ce gouvernement... Je voudrais juste ajouter une chose, si vous m'y autorisez, c'est que le troisième sujet sur lequel j'attends une position précise du président de la République est d'affirmer enfin que tout ce que ne peut pas faire l'État aujourd'hui parce qu'il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce soit une grande loi de décentralisation tournée vers les maires, on va en parler. Tournée vers les collectivités. C'est un peu un serpent de mer, hein, la décentralisation dans ce pays. C'est un serpent de mer, mais en tout cas, si on me confiait à moi d'assurer des choses que l'État n'est plus en mesure d'assurer, je peux vous dire que ça changerait bien la vie de mes concitoyens. À bon entendeur, vous nous direz justement ce que les grands élus, les maires peuvent faire à la place de l'État. Alors tout le gouvernement sera présent demain soir à l'Élysée, Christian Estrosi, dont bien sûr le Premier ministre. Est-ce que la jeunesse est une qualité en soi ? Naturellement que c'est une qualité. Elle passe vite. Hein. Mais la jeunesse, ça n'est pas la jeunesse de l'âge, c'est la jeunesse de l'esprit. C'est la jeunesse que l'on peut retrouver aussi chez ceux qui ont le plus d'expérience.
et l'un... Donc c'est pas la jeunesse des artères, si je comprends bien. Absolument. L'âge des artères, bien. Absolument. Et vous pensez que Gabriel Attal est doté de cette jeunesse qui n'est pas forcément celle de son âge? Mais la question que vous me posez, c'est est-ce qu'on a pris Gabriel Attal pour sa jeunesse ou est-ce qu'on a pris Gabriel Attal pour son talent, pour son expérience? Vous reconnaissez que la question se pose. Voilà, lorsque je vois tous les journaux qui disent « Oh là là, le premier plus jeune ministre de la Ve République », bon, moi, je pense que c'est pas sur ce critère que Gabriel Attal est quelqu'un qui a montré au ministère du Budget, peut-être encore plus d'ailleurs dans son bref passage au ministère de l'Éducation nationale. Au-delà de l'interdiction de la baya, il a un bilan? Bah, écoutez, lorsqu'on arrive au ministère de l'Éducation nationale dans un lieu extrêmement sensible et qu'on a le courage de dire un certain nombre de réalités et de se mettre au travail très vite, tout de suite. Bon, voilà, dans ma ville, j'ai déjà 4 écoles qui, à titre expérimental, vont porter l'uniforme dans les semaines qui viennent. Bon, ce sont des choses que je réclame depuis des années, où tous les ministres ont été là, peureux, inquiets. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va pas le faire? On en parle, on n'en parle pas. Vous reconnaissez sa capacité à trancher, si je vous entends bien. Et donc, je dirais que ces messages ont été clairs. Les Français le comprennent. Ils ne passent pas par 4 chemins. Et je pense que Gabriel Attal a cette capacité à conduire l'action d'un gouvernement, qui plus est entouré de ministres qui, clairement, en conservant Gérald Darmanin, dont je suis très heureux du maintien. Parlons-en, puisque vous nous passez en revue les ministres. Gérald Darmanin, on a entendu que vous êtes heureux de son maintien. Vous avez parlé du passage de Gabriel Attal à l'éducation. Désormais, c'est Amélie Oudéa-Castéra, avec déjà une première polémique. Christian Estrosi, le feuilleton se poursuit après ses propos sur ses enfants et le privé versus le public. Libération en remet une couche ce matin, affirmant que son enfant n'a fait que passer très brièvement dans le public. De quoi cette polémique est-elle le nom, selon vous? Vous savez, il y a celui qui pose la question, qui provoque la polémique, et puis celle qui y répond. Bon, et moi, je ne peux pas admettre que ce soit un sujet polémique. Amélie Oudéa-Castéra, je la connais, c'est une ministre des Sports, et pourtant, on n'a pas beaucoup entendu parler des ministres des Sports ces derniers gouvernements. Là, on a entendu parler d'elle à l'éducation. En 2 jours, déjà une polémique. Oui, ben écoutez, en tant que ministre des Sports, la préparation des Jeux Olympiques... Très bien, mais sur le fond, sur l'école privée publique, est-ce que vous estimez qu'elle n'aurait pas dû dire cela? Ou est-ce que les Français le pensent sans pouvoir le faire? C'est un micro tendu d'une de vos consoeurs ou de vos confrères. Monsieur Estrosi, vous êtes assez expérimenté pour savoir qu'on peut ne pas tomber, non pas dans un piège, mais répondre correctement à une question. Moi, c'est l'opportunité justement de parler de l'école. Bon. Et quand on est ministre de l'Éducation, on est ministre de toutes les éducations, qu'elles soient publiques ou privées. Et que les Français veulent la liberté de choix pour leurs enfants. Et moi, je suis très attaché... Quand ils ont les moyens de choisir, Christian. Oui, pardonnez-moi, est-ce que ce n'est pas là que le bas blesse, justement? Mais vous savez, là aussi, une grande loi de décentralisation peut être très utile. Et moi, je n'ai pas besoin de loi de décentralisation dans ma ville pour veiller à ce que l'éducation publique et l'éducation privée permettent même aux familles les plus modestes de faire le choix. J'entends, mais donc pour vous, la ministre de l'Éducation nationale n'a pas provoqué de polémique. Qui permettent aux collectivités d'apporter un forfait à l'école privée qui a les mêmes enseignants, avec les mêmes programmes, puisqu'ils sont sous contrat d'association avec l'État. J'apporte aussi une contribution aux cantines scolaires, là où dans le public... J'entends. Mais vous entendez peut-être... Expliquez-moi pourquoi alors elle a dû s'excuser et regretter son propos si vous n'y voyez pas de propos polémiques. Parce qu'elle a peut-être mesuré que son propos a été mal interprété, vous pouvez y avoir une petite maladresse. Mais le sujet n'est pas là. Ça ne remet pas en cause le fait qu'elle soit, en tant que ministre de l'Éducation nationale, une ministre juste et équitable, et qui veille justement à ce que pour tout le monde dans notre pays, quand on est ministre de l'Éducation, on doit donner accès possible au privé comme au public, parce que c'est une liberté de choix fondamentale. Et que cette liberté de choix fondamentale est possible partout où dans les partenariats entre l'éducation et justement les maires, parce que c'est l'affaire des maires,
autant que du gouvernement, eh bien, nous donnions la possibilité aux familles, y compris les plus modestes, de pouvoir, lorsqu'ils le souhaitent, avoir accès au privé. Je précise une chose, c'est que moi, je réunis toujours ensemble les enseignants du public et du privé, les directeurs des écoles du public et du privé. J'ai 160 écoles dans ma ville et je peux vous dire que nous avons dans le public d'excellents enseignants. Nous avons d'excellents directeurs d'école. Peut-être aurait-elle pu le préciser, à tout le moins. Eh ben, écoutez, je le précise moi. Bien, eh bien c'est fait. Christian Estrosi, le remaniement et en particulier l'entrée de Rachida Dati au gouvernement entraîne de fortes turbulences chez les Républicains. Votre ancien parti, vos anciens amis qui ont exclu la nouvelle ministre de la Culture de leur rang. Cette décision est-elle logique? Vous savez, Rachida Dati, qui est une amie, avec laquelle nous avons partagé dans les gouvernements de Nicolas Sarkozy ensemble des responsabilités, une femme de courage, de valeur, de conviction, qui ne change pas. On a les mêmes convictions. On a les mêmes convictions. Nous sommes des gaullistes. Nous sommes issus de la même lignée politique. Je n'en ai pas changé. Je les défends aux côtés d'Édouard Philippe aujourd'hui. Elle les défendait et elle continuait à les pousser chez les Républicains. En qualifiant de traîtres de gauche et de traîtres de droite, vous avez entendu cette phrase, ceux qui ont rejoint la Macronie, oui, comme vous en réalité. Oui, ben vous savez, Rachida a fait des choix. Elle était parlementaire et maire d'un arrondissement où à Paris, on ne peut pas dire que tout brille à Paris, mais en tout cas dans son arrondissement, les choses elles sont tenues. C'est donc une élite territoriale de grande qualité. Et aujourd'hui, je vois cette espèce de sectarisme qui ne ressemble plus du tout ni au RPR, ni à l'UMP, ni aux Républicains, qui restent idéologiquement les grandes familles politiques aux côtés de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy, où j'ai eu du bonheur à défendre des idées. Ce sectarisme, aujourd'hui, me fait penser à Staline. Staline qui disait, pour se renforcer, retenez cette phrase, pour se renforcer, il faut s'épurer. Très bien. Eh bien, c'est une épuration. À continuer à faire cette épuration, nous voyons semaine après semaine, mois après mois, que dès qu'on n'est pas dans cette espèce de radicalisation exigée par certains, on dit allez dehors, vous n'avez plus votre place. Aujourd'hui, défendre l'intérêt général de notre pays. On a besoin de contributions pour les Français. Mais les LR staliniens, expliquez-nous, donc à vos yeux, on peut être rallié au macronisme, au cœur de l'équipe gouvernementale, et continuer à être encarté tranquillement dans l'opposition? Mais aujourd'hui, le remaniement est une opportunité peut-être pour faire preuve d'un peu d'intelligence et de se dire qu'alors qu'il y a une inflexion à droite, ce qu'on a refusé en 2017 déjà, c'est autant d'années de perdu. Attendez, vous proposiez en 2017 une sorte de coalition de gouvernement, mais en quoi ce ne sont pas des débauchages aujourd'hui de Rachida Dati et Catherine Vautrin? Au LR, il y avait tant de talents qu'on n'a pas utilisés pour participer à l'action du gouvernement, où on aurait pu avoir de bien meilleurs résultats. On a l'opportunité de faire enfin, non pas une majorité relative, mais une majorité absolue pour faire les réformes structurelles dont notre pays a besoin. Ils vont finir comment les LR alors, selon vous? Vous savez, il y aura bientôt plus d'anciens LR au gouvernement que de LR au LR. Donc il y a un moment où il va falloir qu'ils se posent la question quand même. Plus largement, comment ont réagi les partenaires de la majorité à ce remaniement? François Bayrou imagine entrer dans une forme de résistance après la nomination de Gabriel Attal. Et qu'en est-il d'Édouard Philippe qui préside, je le précise, Christian Estrosi, votre parti Horizon? Je rappelle qu'il a parlé de la nomination audacieuse, a-t-il dit, de Gabriel Attal, mais il n'est pas difficile de lire, pour certains, l'agacement entre les lignes de l'ancien Premier ministre. Écoutez, je partage avec Édouard Philippe, vous le savez, des liens de proximité. D'ailleurs, ce soir, un bureau politique. Et je sens qu'Édouard Philippe est heureux de voir cette évolution aussi, puisqu'au fond, avec Édouard Philippe, nous incarnons dans la majorité présidentielle cette aile du centre et du centre droit, cette aile gaulliste, gaullienne, de la majorité présidentielle. Donc, je sais qu'Édouard Philippe et moi-même et l'ensemble
de celles et ceux qui ont décidé d'avoir ce positionnement dans la majorité présidentielle, aujourd'hui se disent qu'au fond, ce que nous préconisions depuis des mois et des mois est en train de se dessiner et ça n'est qu'une bonne chose pour le pays. On va conclure sur une question importante. Quelle serait pour vous la décision à prendre d'urgence par le Premier ministre Gabriel Attal? Christian Estrosi, vous nous avez parlé des difficultés des Français. Elles sont très très importantes. Une décision selon vous? Une décision, Oui. le coût de l'électricité. Personne ne peut comprendre que, alors que nous avons une baisse du coût de la production de l'électricité, qu'en 2023, je vous rappelle, celle-ci avait augmenté pour les foyers comme pour les entreprises de près de 25%, qu'au moment où celle-ci baisse, alors que c'est une dépense contrainte, alors que c'est une dépense qui, au moment et au milieu d'un hiver extrêmement rugueux, peut peser encore plus lourdement sur les foyers et sur la compétitivité de nos Donc entreprises. renoncer à l'augmentation. On nous au 1er annonce au février. 1er février une augmentation de 10%, pas du coût de la production, mais des taxes. Et donc, si ce gouvernement doit montrer une inflexion à droite, naturellement, ça veut dire qu'il faut peser sur le pouvoir d'achat des Français et renoncer à cette augmentation de 10%. Merci Christian Estrosi, c'était votre grande interview ce matin sur CNews et Merci. Europe 1.